Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Macron, notre grand président qui a dit non à la Palestine, contrairement à des pays comme l'Espagne ou l'Irlande par exemple, mais Macron qui a dit oui par contre à l'Ukraine. Donc on peut se demander est-ce que le lobby ukrainien est plus puissant que le lobby sioniste en France. Mais on va également parler des violences policières, on a eu pas mal d'actualités à ce sujet depuis une semaine. Allez, c'est parti, on commence avec Macron le forceur qui a tenu absolument à faire une allocution dans laquelle il parle de la reconnaissance d'un État palestinien. Écoutez. La question de la reconnaissance d'un État palestinien est une question très importante. D'abord, je veux dire ici que la France a toujours défendu, justement, deux États. Toujours. Est-ce que je pense aujourd'hui que c'est la bonne réponse? Non. Pourquoi? Parce que la situation n'est pas stabilisée sur le terrain, parce que ça n'aura pas un effet de pression. Donc vous le Parce que surtout, l'autorité palestinienne doit passer par des réformes. Ça n'est pas raisonnable de le faire maintenant. Et donc, je le dis avec... Je vis la même chose que vous, je ressens la même chose que vous face aux atrocités que nous voyons. Je les dénonce avec la même indignation. La France reconnaîtra l'État de Palestine quand cela sera l'élément d'un ensemble complet qui permet la paix et la sécurité de tous dans la région. Bon, premièrement, à quel moment les pays occidentaux devraient avoir leur mot à dire sur comment doit s'organiser le peuple palestinien? Parce que de nos jours, je pense qu'on nous a trop habitués à ce que les pays occidentaux dictent la manière dont d'autres pays doivent s'organiser. En fait, ça s'appelle l'autodétermination d'un peuple. Ça devrait parler aux identitaires, ça, non? Mais il y a toujours ce complexe de supériorité, genre on va leur apporter la civilisation, la démocratie, etc., etc. Bref, deuxièmement, on voit très bien qu'il est pas serein. Il peut pas déplaire à ses maîtres sionistes, mais en même temps, comme il le dit si bien, il sait pertinemment que cette situation ne peut pas durer et que l'opinion internationale est en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien. Donc une question se pose encore une fois. Qui peut rivaliser avec une mobilisation internationale d'ampleur si ce n'est un lobby puissant, hein? Regardez par exemple Bernard-Henri Lévy, le faiseur de guerre, qui a une influence énorme depuis plus de 40 ans dans les médias et la politique, et qui dit très clairement ce que doit faire Macron. Écoutez. Moi, je suis là encore, pardon, mais je suis vieux. Ça fait 50 ans que je suis pour la solution à deux États. Mais il y a un moment où il ne faut pas faire les deux États, c'est maintenant. Pour une raison très simple. Parce que ce serait une victoire au Hamas. Victoire au Hamas d'abord à Gaza, il triompherait. Ça, c'était juste avant l'allocution de Macron. Donc il lui dit que c'est pas le moment. Mais en fait, il n'y aura jamais de bon moment. Le bon moment pour le gouvernement israélien, c'est quand il n'y aura plus aucun Palestinien, en fait. Répond que ça fait 40 ans qu'on trouve toujours une bonne raison pour dire pas maintenant. 40 ans que les Palestiniens ne se décident pas à faire leur réforme intellectuelle et morale qui consistera à vouloir vraiment la paix, à accepter Israël, à accepter que Israël a le droit de vivre dans cette petite bande de terre qui est grande comme 3 départements français. C'est honteux de minimiser les territoires occupés par Israël quand on sait qu'en comparaison, la bande de Gaza, c'est ridicule. Aujourd'hui, Gaza elle représente la plus importante concentration d'êtres humains au monde sur un territoire donné, ça il faut le savoir. Et surtout, on en revient toujours au fait que les Occidentaux se sentent le droit de dicter et commander la manière dont les autres pays doivent s'organiser et fonctionner. Pour la France, je pense que ce sont des résidus de la France-Afrique qui a laissé penser aux élites que c'était légitime de faire ça à d'autres pays. Bref, notre BHL, en tout cas, lui, il est dans son rôle. Lui, il fait son taf de lobbyiste, notamment en organisant un meeting, un colloque, je sais plus, une soirée, un truc comme ça, pour entretenir l'idée que la France est antisémite. Et dans cette réunion, on a pu voir notamment Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, mais on en reparlera dans une autre vidéo. En attendant, écoutez ce grand intellectuel nous dire que les impôts sont antisémites. Je voudrais accueillir maintenant un grand intellectuel, et ce grand intellectuel que j'appelle maintenant est donc Jean-Claude Milner. J'ai toujours une crainte, taxer les riches. Oui, certes, mais aussitôt je me dis, taxer les riches, or les juifs sont riches, donc taxer les juifs. Mort aux massacreurs. Oui, mais les juifs sont des massacreurs, donc mort aux juifs. On l'a entendu récemment. Je crois que notre monde, il est cassé. Parce que même si on peut en rigoler par moments,
le lobby sioniste, il a réussi à rendre acceptable dans les médias, la politique, etc., que tout soit antisémite. Bientôt, le soleil sera antisémite, on devra vivre dans une nuit éternelle, et puis ensuite, ce sera la lune qui sera antisémite. Et puis même nos yeux seront antisémites, il faudra les fermer pour toujours. Mais quelque part, j'ai envie de dire bravo. J'ai envie de dire bravo aux sionistes parce qu'ils ont réussi quelque chose d'incroyable. Et le pire, c'est qu'ils continuent à taffer, eux. Parce que pour eux, on peut toujours creuser plus profond. Regardez Gilles William Goldnadel, un grand artisan de cette France folle qui pense que tout est antisémite. Comparer les bombardements des États-Unis en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale avec les bombardements actuels de Tsahal à Gaza. Ce matin, sur France Inter, on a rendu hommage aux martyrs de Saint-Lô, où il y a eu 1000 morts, des civils bombardés par les Américains. Et ensuite, ils ont fait venir une historienne qui a expliqué très bien que pour protéger le débarquement, il fallait bombarder. Et c'était terrible pour les civils. Il y a eu 20 000 morts, 20 000 civils normands morts sous les bombes américaines. Il n'y a personne dans le studio qui a pensé, à ce moment-là, à un État pogromisé accusé de génocide. Toujours cet argument du pire, en fait. Vous voulez reconnaître un sioniste, c'est facile. Il va toujours se comparer à celui qui a fait pire que lui pour légitimer ce qu'il est en train de faire. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, les US, eux, ils voulaient en finir vite avec cette guerre. Donc ils s'en foutaient quelque part de faire beaucoup de morts civiles vu que c'était pas leurs compatriotes. Et ça, tout le monde le sait. D'ailleurs, c'est une dinguerie que la France n'en parle pas assez. Mais lui, Gilles William Goldnadel, se sert de ça pour justifier les agissements de Tsahal en ce moment. Genre, si les US l'ont fait en Normandie, pourquoi ce serait mal vu de faire la même chose, voire pire à Gaza? On en est là. Et en Israël, c'est le même état d'esprit. Les mecs justifient les bombardements d'hôpitaux comme ils le peuvent. Écoutez. Le Hamas, en tant qu'organisation politique et militaire, doit exploiter tous ces lieux pour survivre. Et c'est regrettable. J'ai vu de mes yeux que les hôpitaux ont été utilisés pour cacher les dirigeants du Hamas. Oui, nous les avons vus et nous avons même parlé avec eux, notamment avec l'un des fondateurs du Hamas, M. Mounir Al-Burch. Ils ont des yeux partout, chaque boulangerie, chaque café, chaque fleuriste leur est associé. Et c'est comme ça que le Hamas continue de gouverner. Donc c'est un médecin kurde qui va soigner les Palestiniens à Gaza, puis il va à la télévision israélienne pour justifier les atrocités qu'il vient de voir, en disant que c'était légitime de bombarder les hôpitaux, les boulangeries, etc. Waouh, on en est là aussi. Waouh. Donc tout ça, tout ce boulot d'investir le champ médiatique et de matraquer les bêtises sionistes contribue au fait que le gouvernement, Macron, tremble devant le fait de reconnaître la Palestine. Regardez par exemple la différence quand Macron envoie notre armée se faire tuer en Ukraine ou ailleurs. Il est beaucoup plus sûr de lui et on se demande bien pourquoi, écoutez. Alors que les périls montent, comme les maquisards et les SAS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Alors que le grand sacrifice des enfants de prolétaires, parce que leurs enfants à eux, bon lui il en a pas mais vous avez compris, leurs enfants à ceux qui veulent absolument la guerre civile par exemple, ce ne sont pas eux qui la feront. Moi je suis par exemple pour que la France se désengage de tous les conflits étrangers, y compris la Kanaki. Mais Macron, il a l'air d'avoir plus peur de Netanyahou que de Poutine. Surtout que pour Poutine, on est insignifiant. Il comprend même pas pourquoi on se mêle de tout ça alors qu'on n'a rien à y gagner. Écoutez. Придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Но это было бы бредом, да? Если бы не было задумкой для того, чтобы одурачивать свое собственное население. Говорит, караул, скоро Россия на нас нападет, и мы должны срочно вооружаться, срочно, значит, направлять вооружение, значит, на Украину. А на самом деле для чего это делать? Чтобы удержать свое собственное имперское положение. C'est simple, c'est carré, la France est devenue ridicule aux yeux des grandes puissances. Parce qu'on n'a rien à gagner dans ce conflit, absolument rien. En tout cas, nous, le peuple, parce que les élites, je sais pas, peut-être qu'il y a des intérêts cachés, mais en tout cas, on n'a rien, nous, à y gagner. Donc, le quoi qu'il en coûte, on le voit quand il s'agit de l'Ukraine ou d'Israël, mais quand il s'agit de notre pays, il n'y a plus d'argent. Écoutez Mourad Boudjela à ce sujet. Ça te fait flipper ?
Oui, moi j'ai écouté le président de la République hier quand il nous dit on va former des pilotes pour les Mirages. Moi j'aurais préféré que le président de la République française me dise on va former des médecins, on va former des policiers, on va former des infirmiers, parce que c'est un peu l'urgence dans ce pays, que me dire on va former des pilotes pour des Mirages. Je ne vois pas du tout je ne vois pas du tout ce qu'on fait dans ce conflit. Voilà, je pense que la place de la France n'est pas dans ce conflit. Je pense que tout le monde est d'accord, on aurait préféré que ces moyens soient alloués à l'hôpital, à l'école ou à la police. D'ailleurs, la police, elle a bien besoin de moyens et de formations supplémentaires quand on voit la répression grandissante qui ont conduit à des violences policières, à des accidents, etc., ces dernières années. Et en plus, une répression qui n'apporte pas forcément de sécurité en plus, parce qu'elle est surtout concentrée sur les manifestations et sur les Noirs et les Arabes. On l'a encore vu il y a quelques jours avec un buraliste qui a été roué de coups pendant son interpellation, regardez. On matraque en fer en plus, je me tape sur les jambes comme ça. Avec la matraque en fer. Elle doit péter les jambes. Voilà, donc apparemment c'est la première version qui est sortie. Il se plaignait de bombes lacrymogènes qui ont été balancées par les forces de l'ordre et dont la fumée se dirigeait vers des femmes et des enfants. Donc il aurait été interpellé pour ça. Écoutez d'ailleurs rapidement son père en parler. Deux polices, un à gauche et un à droite qui regardent, on dirait qu'ils prennent du plaisir. Et l'autre, il est en train de le massacrer comme un sauvage. Et je pense que toute la France a vu la vidéo. Ouais. C'est grave. Je vous dis, trop de haine. J'aimerais savoir d'où elle vient cette haine. Il allait passer pour travailler. Et ben, la police, ils sont entrés en coron. Et ils commencent à lui tirer par son survêt, tout ça. Et je vous dis, je vais vous montrer des images. C'est impressionnant. Je dépose 2 plaintes. Les 2 policiers qui étaient à côté, en non-assistance à une personne en danger. Parce que si leur collègue il a perdu la tête, ils pouvaient très bien aller vers leur collègue. Arrête, vous voyez ce que je veux dire? Non-assistance pour une personne en danger. Les 2 qui étaient là. Et mon fils, il va déposer plainte pour coups et blessures. Et je suis prêt à aller très loin. Ce qu'il faut savoir, et c'est pas de la victimisation, c'est juste un constat, c'est que lorsque tu habites dans un quartier populaire, c'est quotidien ce genre d'interpellation. Certains disent que ce sont des interpellations musclées, moi je préfère dire que c'est un tabassage en règle. Et pour vous donner un exemple, je pense que ceux qui habitent dans un quartier pourront confirmer, c'est que très régulièrement, il y a une frustration de la part des policiers qui, n'ayant pas pu attraper des dealers ou des gens qui ont fait des conneries par exemple, ils se retournent vers un passant ou quelqu'un qui regardait la scène et l'interpelle à lui. Et je l'ai vu de nombreuses fois de mes yeux en fait. Donc ne prenez pas la tête en commentaire. Quelqu'un qui a pour seul tort d'habiter dans le même quartier que quelqu'un qui deal ou qui a fait une bêtise, il n'a pas à faire un tour au commissariat à la place d'un délinquant ou autre. Ça, c'est très faux de penser comme ça. Et ceux qui pensent comme ça, ils n'ont jamais habité dans un quartier, ou bien c'est juste pour justifier ceux qui mélangent tout, ceux qui veulent jamais parler de la source du problème parce que ça les arrange pas. Ils voient comme seule solution à long terme pour ces sauvages de les tuer ou de les emprisonner ou autre. Écoutez. La jurisprudence Naël, nos forces de l'ordre n'ont pas le soutien de la hiérarchie pour arrêter des jeunes délinquants qui refusent d'obtempérer. Moi, je pense que pour sauver des vies, nous devons mettre en œuvre des méthodes pour stopper ces véhicules. Là, aujourd'hui, c'est Marvin, 34 ans, habitant de Clamart, qui paye de sa vie le fait qu'on n'arrête pas quelqu'un qui refuse d'obtempérer. Moi, je suis, et je l'ai déjà dit ici, pour des méthodes très fermes, très claires. Une voiture qui refuse d'obtempérer, les forces de l'ordre doivent pouvoir faire usage de la force pour l'arrêter, parce que si on ne le fait pas, il y a des honnêtes citoyens qui meurent. Voilà, pour lui, la solution à long terme, c'est ou bien tu tires une balle sur un gamin comme Naël, ou bien tu fais une course-poursuite quitte à tuer quelqu'un sur la route. Il n'y a pas quelque chose au milieu, vous voyez. Genre la police n'a pas assez de professionnalisme, de technique et d'expérience pour pouvoir interpeller des refus d'obtempérer sans tuer quelqu'un sur la route ou tuer le conducteur, vous voyez. Et moi je vous le dis, s'il dit ça autant à la légère, c'est uniquement parce qu'il s'agit de Français d'origine étrangère. On va pas se mentir aussi. Et j'anticipe ceux qui diront, eh ben on fait comment? Eh ben si tu veux une solution à long terme, t'es obligé de traiter le mal à la racine. Je sais que ça va pas arranger ceux qui veulent toujours voir que les fruits qui sont pas beaux
et qui ne veulent pas voir que le terreau est pourri, mais c'est ce qu'il faut faire, il faut traiter le terreau. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. On est arrivé aux 10 000 abonnés, c'est fou, j'ai commencé la chaîne à peine il y a quelques mois. Donc dites-moi si vous aimeriez qu'on fasse des lives de temps à autre. Continuez à vous abonner, c'est important pour la chaîne, à mettre un pouce bleu et partager. Moi je vous donne rendez-vous très vite. Dans tous les cas, on est ensemble, prenez soin de vous, ciao.